Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire en Égypte. Il faudra attendre le 29 novembre pour connaître la peine encourue par l'ancien Raïs Hosni Moubarak. Le verdict de son procès pour complicité de meurtre a été reporté ce samedi 27 septembre. La participation était mitigée ce dimanche au Congo. Malgré une campagne électorale acharnée ces dernières semaines, les élections municipales et locales n'ont pas su déplacer les foules. Et puis, 2 semaines après le déploiement de la force onusienne en Centrafrique, la présidente Catherine Samba-Panza lance un appel à la tribune des Nations Unies. Le soutien de la communauté internationale lui semble indispensable. Mais d'abord vers une tentative de dialogue en Libye ce lundi. Plusieurs députés doivent se rencontrer pour mettre fin à la crise que le pays traverse depuis plusieurs mois. Les élus de la Chambre des représentants souhaitent donc engager le dialogue avec les députés de la ville de Misrata qui boycottent les séances de la Chambre depuis la décision de quitter Tripoli pour siéger à Tobrouk. Rappelons que le Congrès général national dont le mandat a expiré est toujours soutenu par les milices de Misrata qui contrôlent la capitale Tripoli. En Égypte, l'ancien Raïs Hosni Moubarak devra attendre le 29 novembre pour connaître le verdict de son procès pour complicité de meurtre. Initialement prévu ce samedi, la délibération a été reportée. Les accusations portent sur la centaine de manifestants tués lors du soulèvement populaire au début de l'année 2011. Marina Vanier, Ibra Radinjai. Le verdict du procès d'Hosni Moubarak ajourné. Le juge Mahmoud Kamel Al-Rishidi a expliqué qu'il n'avait pas eu assez de temps pour rédiger les 2000 pages avant son verdict, d'où le report au 29 novembre 2014. L'ex-président égyptien est accusé de complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire en 2011. Révolution qu'il avait contraint au départ du pouvoir. Pour ses partisans, ce report est jugé injuste pour des raisons de santé. Nous ne sommes pas contre la décision du juge, nous ne sommes pas contre le verdict et le système juridique en Égypte. Nous soutenons également le conseil militaire. Mais Moubarak est quand même âgé de 86 ans. Hosni Moubarak avait rejoint le tribunal à bord d'un hélicoptère. C'est sur une civière qu'il a été transporté de l'hôpital militaire du Caire, où il est incarcéré. Les proches des manifestants tués dans l'attente depuis 3 ans continuent à espérer en la justice. Il joue avec nous en prenant tout avec négligence. C'est un manque de respect envers nous. Il donne à Moubarak une innocence indirecte. Est-ce qu'ils auraient retardé le verdict si un manifestant était le fils d'un juge? Bien sûr que non. Dans les milieux juridiques, certains s'interrogent sur la nécessité d'un report de 2 mois pour le traitement des 10 documents. Le juge a le droit de retarder car il ne doit pas prendre un verdict à la hâte. Mais en l'état, je ne pense pas que les 160 000 documents avancés comme justificatifs par le juge soient un chiffre précis. Celui qui dirigea l'Égypte sans partage pendant 30 ans est jugé avec l'ex-ministre de l'Intérieur Habib Al-Hadi et 6 anciens hauts responsables des services de sécurité. Lors d'un premier procès en juin 2012, Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques. Les Congolais étaient attendus aux urnes ce dimanche 28 septembre. 860 conseillers municipaux et locaux étaient à renouveler. Un scrutin qui n'a pas suscité l'engouement, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis 6 heures ce dimanche en République du Congo. Le corps électoral était convoqué pour élire les conseillers municipaux et départementaux du pays. Après 2 semaines de campagne, place aux urnes. À 11h, le président Denis Sassou Nguesso et son épouse Antoinette Sassou Nguesso ont accompli leur devoir citoyen à l'école des Beaux-Arts dans l'enceinte de Mafwa Virgile au centre-ville de Brazzaville. Progressivement, le peuple commence à réaliser qu'il s'est battu pour la démocratie et ce n'est pas pour ensuite ne plus exercer le droit de vote. C'est pour assumer ses responsabilités toujours. En tout lieu que le peuple s'est battu pour la démocratie, c'est aussi le moment de montrer que nous sommes un peuple mûr. Au total, ce ne sont pas moins de 860 conseillers et élus municipaux qui doivent être désignés. Cette élection devrait servir de test pour l'actuel fichier électoral issu du dernier recensement de 2013. La participation des électeurs était mitigée. Si certains bureaux de vote étaient pris d'assaut, d'autres, au contraire,
était désert. Le processus démocratique ici au Congo est sur un très bon chemin. Parlant réellement donc de cette élection, les nouvelles qui nous proviennent de l'intérieur, de partout là où nous avons déployé nos observateurs, ce sont de très bonnes nouvelles. Rappelons qu'une frange de l'opposition, réunie au sein du collectif des partis de l'opposition, qui compte les formations politiques de Mathias Nzon, Christophe Moukeke et Clément Mirassa, ont refusé de participer au processus électoral. Le peuple centrafricain a encore besoin de la communauté internationale. C'est l'appel lancé par la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza. Elle s'est exprimée vendredi face aux Nations Unies. Élue en janvier 2014, la présidente doit composer avec une armée inexistante et des forces de défense démantelées. Des thématiques soulevées par la porte-parole centrafricaine. Le point avec Alain Faro. Pour sa première visite au siège des Nations Unies, la présidente de transition centrafricaine a tenu à expliquer toute l'ampleur de sa tâche. Investie en janvier dernier, Catherine Samba-Panza s'est engagée à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la restauration de l'État. Mais face à une armée absente, des forces de défense et de sécurité démantelées, la présidente de transition a tenu à s'assurer du soutien de la communauté internationale. Elle a demandé que maintenant on passe aux choses sérieuses, à savoir le désarmement des différents groupes armés et le démantèlement du banditisme qui sévit, qui pille les ressources du pays, le diamant, l'or, la forêt, le bois. Tout est dévasté aujourd'hui, donc ce sont des enjeux importants que le pays ne peut pas relever seul. Elle a plaidé pour la mansuétude de la communauté internationale pour qu'on puisse reconstituer rapidement les forces de défense et de sécurité nationale qui, elles, connaissent le terrain à côté de la mission internationale pour pouvoir amener la sécurité sans laquelle il n'y aura pas de paix. Depuis le 15 septembre dernier, la MINUSCA, la mission onusienne de stabilisation du pays, a officiellement pris le relais de la force africaine, la MISCA. 7600 hommes se sont déployés. C'est un pays qui n'a plus d'armée. Et un pays sous embargo international parce qu'il fallait limiter les possibilités d'envenimer ce conflit. Aujourd'hui, l'arrivée de la MINUSCA permet au pays de disposer de plus d'hommes sur le terrain de manière à ramener la paix, non seulement à Bangui, où les choses se sont nettement améliorées, mais surtout dans l'arrière-pays, où sévissent encore énormément les groupes armés. Les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés. Certains ont été accueillis au Tchad et au Cameroun. Les deux pays demandent des actes concrets à Catherine Samba-Panza pour avancer. Depuis la signature d'un accord de cessation des hostilités entre toutes les parties le 23 juillet à Brazzaville, les soutiens de la Centrafrique s'impatientent face à l'absence d'avancées concrètes. Le verdict du tribunal pénal international pour le Rwanda est tombé ce lundi. La juridiction a confirmé en appel les peines de prison à perpétuité contre Mathieu Dirumpatsi et Edouard Karemera. Les deux hommes étaient les chefs des partis au pouvoir au Rwanda au moment du génocide de 1994. Le pénitencier dans lequel ils purgeront leur peine est encore inconnu. Ce verdict vient clôturer 11 années de procédure. On termine ce journal avec du football et la Guinée qui manque à ce jour d'infrastructures adéquates pour abriter de grandes compétitions sportives. Pourtant, le pays vient d'être désigné par la Confédération africaine de football comme pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Une nouvelle qui donne aux autorités sportives de la Guinée l'occasion d'initier la construction de plusieurs espaces sportifs et hôteliers pour accueillir cette grande fête du football. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les autorités sportives guinéennes engagées à relever le défi de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Cependant, le pays ne dispose pour l'heure que de modestes infrastructures sportives et hôtelières. La Guinée, qui avait postulé pour organiser les CAN 2019 et 2021, s'est vue désignée par la Confédération africaine de football pour accueillir l'édition de 2023. L'intervalle 2014-2023 reste une opportunité pour les autorités guinéennes de bien préparer cette grand-messe du football africain. La CAN, c'est maintenant et aujourd'hui. Quant à la mobilisation de ressources, ça c'est, comme vous le savez, il a fallu que l'État s'engage à être prêt à organiser une CAN pour que le dossier guinéen puisse passer. Aujourd'hui, nous avons obtenu la CAN 2023. Je pense que la Guinée a toutes ses chances et largement le temps de faire cette mobilisation de ressources et bien entendu passer à ce que nous appelons la construction des infrastructures. Petit poussé parmi les candidats comme l'Algérie et la Zambie qui faisaient pourtant office de favoris, la Guinée a créé la surprise en héritant de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023.
Pour ce pays qui n'a jamais accueilli ce tournoi, ce sera l'occasion enfin d'achever les travaux du stade de 50 000 places de Nongo en banlieue de Conakry. D'autres villes hôtes verront s'ériger de telles infrastructures. On peut s'attendre à une Guinée respectueuse de tout ce qu'on leur a demandé dans le cahier des charges, c'est-à-dire des stades dans les quatre sites identifiés déjà. Vous avez Conakry naturellement qui a déjà 2 stades et l'Abbé qui doit abriter un autre et également un terrain d'entraînement, des villages Cannes, des hôtels, des hôpitaux de dernière génération. Et tout ceci va se retrouver à l'Abbé, à Kankan, à Zirékoré. Le gouvernement guinéen annonce le démarrage prochainement des travaux de construction des projets Cannes 2023. Des professionnels du sport plaident pour la mise en place rapide d'un comité préparatoire chargé de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette nouvelle de l'attribution à la Guinée d'organiser la compétition agite le public sportif guinéen, bien connu pour son amour du ballon rond. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.